Bonsoir à tous, bienvenue au musée McCoy Stewart. Je suis Anne Echapas, la présidente et chef de direction. Je suis très heureuse de vous accueillir pour la Nuit des idées, qui est présentée en collaboration avec le Consulat général de France. C'est un honneur pour le musée de s'inscrire dans cette manifestation internationale qui encourage la circulation des idées, des savoirs et des rencontres, et qui s'inscrit directement dans la mission du musée, qui est un musée engagé, citoyen, qui porte un regard critique et inclusif sur l'histoire et qui nous amène aussi à envisager les enjeux contemporains. Alors avant d'aller plus loin, je souligne que le musée McCoy Stewart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones, qu'il n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Kanien'kehá:ka démontre toujours un profond attachement vers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke, reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les Premières Nations. Le musée considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir leur vitalité et leur rayonnement. La Nuit des idées est chapeautée par l'Institut français et c'est un événement qui se déploie une fois par an sur 5 continents de façon concomitante et qui vise à rassembler penseurs, chercheurs, acteurs de la société civile, artistes autour d'une thématique. Cette année, la thématique a été inspirée par l'ouvrage de Nancy Houston qui s'appelle Ligne de faille et qui a présidé à l'élaboration d'une programmation qui offre un décentrage du regard puisque nous allons aborder la place de la création artistique extra-occidentale. C'est une place nécessaire et attendue, comme en témoigne notamment la dernière édition de la Biennale de Venise sous le thème « Étrangers partout ». Nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités pour cette occasion. Kewa Henry, Morija Kitenge-Banza, Nicolas Renaud et Jean-Philippe Uzel. Je vais laisser à Marie-Laure Josselin le plaisir de les introduire. Marie-Laure est journaliste et reporter à Espace Autochtone pour Radio-Canada et c'est elle qui agira à titre de modératrice ce soir. Je tiens à les remercier tous pour leur présence et leur participation. Et j'adresse également mes remerciements chaleureux à l'équipe du Consulat de France à Montréal, en particulier à Emma Yves, qui est présente avec nous ce soir, et par ricochet également à Frédéric Rebet, qui ont rendu possible cette collaboration et notre soirée à 4 voix ce soir. Notez que la conférence est également diffusée en direct sur Zoom et qu'elle sera rendue accessible par la suite. À l'issue de cet échange, on aura le grand plaisir de continuer la discussion autour d'un verre de l'amitié qui sera servi dans l'atrium. Donc j'invite Cécile Ondoa, consul générale adjointe et conseillère à la coopération, à l'action culturelle du Consulat général de France à Québec. Ça fait un long titre. Bienvenue Cécile, à prendre la parole et à vous en dire plus sur la Nuit des idées. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Anne. Et je voudrais, on est très chauvin en France, y compris pour les territoires de consulat, que Emma et Frédéric, qui travaillent à Montréal, sont bien du Consulat général de France à Québec. Mais on pourra vous expliquer tout ça autour d'un verre tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Anne. Voilà, d'avoir accepté de vivre cette aventure de la Nuit des idées du Québec avec nous. Quand on a commencé les rencontres avec le musée McCord et avec Anne Echapas, je lui ai dit tu verras la Nuit des idées organisée par les ambassades et les consulats, c'est super, il y a plein de choses très bien qui se passent, mais il peut aussi y avoir plein de choses qui se passent très mal. Et Anne m'a dit allons-y quand même. Donc voilà, je voulais vraiment la remercier pour son engagement et pour y avoir cru avec nous. Merci aussi bien sûr aux équipes du musée et du consulat qui vraiment ont accompli un travail à la fois titanesque et de fourmi pour réussir à nous réunir ce soir. Et Anne le disait, bravo en particulier à Emma, notre chargée de mission culture, qui a été la cheville ouvrière pour le consulat de tout ceci. Emma est très timide, mais elle est assise juste
juste devant. Pour ouvrir cette 7e nuit des idées à Québec, je voudrais justement démonter 3 idées reçues sur la diplomatie et expliquer finalement pourquoi cette manifestation, la nuit des idées, donc, est importante pour nous, Consulat général de France à Québec. Première idée reçue, les diplomates ne sortent pas de leurs ambassades. Vous le voyez ce soir, c'est faux. Ou en tout cas, ça a été vrai longtemps, sans doute trop longtemps. Mais justement, quand la Nuit des idées a été lancée en France il y a à peu près 10 ans, c'était avec cette idée que notre action diplomatique, notre action extérieure doit réussir à intégrer le débat d'idées dans sa richesse, dans sa diversité, dans sa complexité. Et que pour y arriver, il fallait qu'on aille hors les murs, qu'on aille dans les lieux de savoir, les lieux de culture, à la rencontre de publics diversifiés. La deuxième idée reçue, ce serait que les diplomates ne s'intéressent pas aux enjeux, aux grands enjeux de société contemporains. Je répondrai en disant qu'au consulat, comme ailleurs, on essaie. Et c'est pour ça que l'éclairage de personnalités comme celles que nous avons l'honneur de recevoir ce soir et qui vont participer au panel est vraiment précieux, parce qu'elles peuvent nous éclairer avec leurs sensibilités diverses sur justement ces questions très délicates et très sensibles. Parce que finalement, on peut arriver à la conclusion qu'on ne peut pas aujourd'hui comprendre les sociétés et les pays si on ne prête pas une attention fine, une attention précise à la question de la cohabitation des mémoires, de la cohabitation des douleurs parfois, mais aussi de la cohabitation des espoirs et des ambitions communs. Troisième et dernière idée reçue, les diplomates aiment les idées complexes. Ça, pour le coup, c'est vrai. Anne a commencé à en parler et vous le verrez ce soir. Le sujet retenu, les lignes de faille, n'est pas une question évidente. Et finalement, qu'on a commencé à y réfléchir avec les équipes du consulat et les équipes du musée, on s'est dit qu'on ne prendrait pas seulement le sujet du point de vue des lignes de fracture pour parler des choses qui nous séparent, mais peut-être aussi pour réfléchir à la manière justement de franchir ces lignes de faille, ces lignes de fracture et peut-être de les refermer. Voilà. Avec cette idée que lorsqu'on parle d'identité, lorsqu'on parle de mémoire, il est important d'avoir cette approche critique, en particulier lorsqu'on revendique d'explorer et de porter des formes d'art qui s'éloignent des standards classiques de la création occidentale. Donc sur tous ces enjeux, les défis sont immenses et nos panélistes sont là ce soir pour nous éclairer à ce sujet. Je tiens à les en remercier encore. Je vais leur laisser maintenant la parole et ainsi qu'à Marie-Laure Josselin, journaliste à Radio-Canada, qui va modérer la discussion ce soir. Merci et bonne nuit des idées à tous. Bonjour. Alors, bien, vous avez entendu ce que c'est la nuit des idées. Donc, on pourrait y passer la nuit, ça me paraît évident, parce que ça va être très intéressant, mais ça sera qu'une soirée. Enfin, on vous le promet, à moins que vous restiez très longtemps au cocktail. Le thème précis, c'est franchir les lignes de faille. Alors, c'est un regard croisé sur la création artistique extra-occidentale. Alors, vous vous demandez ce que ça peut impliquer. Mais vous allez l'entendre avec nos 4 panélistes et leur regard croisé. C'est un thème qui prête vraiment à la discussion sur leur création artistique, leur forme d'art, la réappropriation, l'imposition, les traumatismes et tant d'autres points. Et on va commencer d'abord par présenter ces personnes qui vont nous guider dans cette conversation. Et je vous le garantis, ça va être vraiment fascinant. On a eu un petit point entre nous et on ne pouvait pas s'arrêter de parler. Donc, on va commencer, puisque nous sommes au Canada, on va commencer avec Nicolas Renaud, qui est membre de la nation Huron-Wendat. Il est artiste visuel, cinéaste et professeur en études autochtones à l'Université Concordia. Puis, il va y avoir Morija Kitenge Banza, qui est canadien d'origine congolaise, artiste visuel aussi, président du CA de Culture Montréal. Ensuite, Keiwa Henry, artiste pluridisciplinaire et autrice. Elle est membre elle est Kalinia Tulewiyu.
de Guyane française. Et enfin, Jean-Philippe Uzel, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. On va commencer par Nicolas Renaud, qui a à peu près 5 minutes, puis après on commencera la discussion. Il y aura une période de questions-réponses à la fin des discussions. Merci, bonsoir. Alors, Askenonia Ishes, donc ce sont les mots de salutation en langue Wendat, qui veulent dire « Êtes-vous en paix ». Vous avez peut-être entendu plus souvent Skana, qui est très proche, c'est le mot Mohawk pour paix en Kanien'kehá:ka. Alors, c'est un peu la même culture des langues iroquoiennes. Donc, l'esprit de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lacs, les Wendat et les Mohawks, même si on a été ennemis dans l'histoire, on est culturellement très proches. Donc, Askenonia Ishes, Askenon, Skana, veut dire en Wendat, êtes-vous en paix? Alors, j'espère que chacun, intérieurement, vous êtes en paix, parce qu'à l'extérieur, il n'y a rien qui est en paix. Le monde est en guerre et l'humanité est en guerre totale contre la Terre. Alors, je vais présenter certaines de mes œuvres récentes. Je me limite à quelques œuvres des 2 dernières années. Première petite tentative de film d'animation qui s'appelle Onkion Wantio, qui veut dire en Wendat notre merveilleux territoire. Alors, je voulais faire une représentation un peu enfantine, style Prismacolor, du territoire au nord de Québec, que fréquente la communauté de Wendake. Alors, forêt de conifères, lichens sur les arbres, fleurs de thé du Labrador. À gauche, un tétra, un mâle avec la marque rouge en haut de l'œil et la queue dorée. Un oiseau avec lequel j'ai eu des interactions particulières souvent, que je chasse aussi. Un oiseau qui m'est très cher et qui est de plus en plus rare parce qu'il partage le même habitat que le caribou forestier, des forêts de conifères matures, avec du lichen aux arbres, de la mousse. Et c'est le territoire que le Québec sacrifie au profit du lobby de l'industrie forestière. Alors de plus en plus, il disparaît. C'est une petite scène qui se déroule dans ce paysage avec le lac qui scintille à l'arrière, où des gens sont en portage, donc comme traversent d'un lac à l'autre. Ça évoque le parcours, les anciens parcours où on portageait sur le territoire pour la chasse, pour la pêche, sauf que le gouvernement du Québec, la fin du 19e siècle, au milieu du 20e siècle, a loué sous bail des territoires autochtones à des clubs de chasse et pêche privés pour des membres fortunés. Et les Wendat et les Inuits sont alors devenus des employés pour ces clubs. Alors, j'ai un grand-oncle qui a travaillé comme guide, comme employé pour ces clubs et qui portait les bagages des membres des clubs, mais il connaissait le territoire et c'était une façon de rester en lien avec la forêt. Toutes les images sont basées sur des photos d'archives. Alors, la femme, elle avait une croix au cou, alors on voit déjà l'intrusion du monde extérieur qui vient changer le rapport au territoire. Et ça, c'est inspiré du collage que j'ai fait entre une citation des journaux de Jacques Cartier, où il parle des gens d'Hochelaga qui, lorsqu'ils voient les Français fatigués en retournant au bateau, les portent sur leur dos. Donc, porter quelqu'un sur son dos comme marque d'hospitalité. Et un poème du cousin de mon père, le poète Jean Sioui de Wendake, qui écrit que son père a porté un blanc sur son dos dans le portage de sa vie. Et là, c'est porté sur son dos comme image d'exploitation, d'oppression, du colonialisme. Alors, j'adorais ce double sens de la figure du porteur qui a quelqu'un sur son dos. Le personnage est basé sur une photo de mon grand-oncle, donc le père de Jean Sioui, dont il est question dans le poème, Armand Sioui. Film de montage de films d'archives que j'ai fait avec un collègue cinéaste, Brian Virostek, qui a remporté un prix au dernier RIDM. C'est un assemblage entièrement tiré de films publicitaires pour les vacances en plein air au Canada, des années 1920 aux années 1970. C'est un diptyque. On s'est concentré sur les films de vacances parce qu'ils sont pleins de joie et de beauté des paysages, au lieu de films ethnographiques ou de films sur les ressources naturelles qui auraient été plus faciles à déconstruire dans leur idéologie coloniale.
Mais on s'est rendu compte que même la célébration de la beauté des paysages et l'invitation au contact avec la nature est partout empreinte de l'idéologie coloniale, de la domination de la nature et du fantasme de la disparition des Autochtones. Alors, c'est autour de ça qu'on a travaillé le film. Les citations comme ça sont communes. Que ce soit pour les films avant les années 40, c'est des films muets, donc il y a des écritures à l'écran qu'on pouvait utiliser. Et c'est sans commentaire, c'est tout un film fait en diptyque. Dans la dernière partie du film, c'est en 3 chapitres, on a rassemblé toutes des choses qui disparaissent ou qui ont disparu. Les bisons, les caribous en ce moment, les glaciers, les saumons, la morue. Alors, ce à quoi mène cette idéologie de la maîtrise de la nature. Quelques-unes de mes œuvres récentes portent sur les wampum. Ce sont des dialogues avec des ceintures de wampum Wendat. Le wampum est au cœur de la vie politique et spirituelle ancestrale de la nation Wendat, comme d'autres peuples des Grands Lacs et de la côte Est. Alors, c'est un wampum fait par les Wendat convertis à une mission jésuite en 1678, avec une prière en latin. Les Hurons prient pour la Vierge qui va enfanter, Virginie Pariturae Votum Huronum. J'y perçois une sorte de message codé dans l'assemblage des billes de verre qui sont intégrées à travers le wampum que j'ai extrait. Ce wampum a été expédié à la cathédrale de Chartres en France en 1678. J'ai extrait les billes de verre sur un fond bleu de Chartres, qui réfère au vitrail de la Vierge à Chartres. J'ai créé moi-même un wampum sur lequel je projette l'ancien wampum. Donc pour moi, l'idée, c'est de à la fois célébrer, illuminer et subvertir le wampum christianisé, parce que je crois que les Wendat eux-mêmes résistaient dans une sorte de syncrétisme. Même si les missionnaires ont voulu détourner l'usage du wampum, je crois qu'en faisant un wampum, ils exercent encore la vision du monde Wendat. Et je pense qu'ils prient autant la femme tombée du ciel dans le récit de création Wendat, qui est Atlantique, que je projette sur un autre mur, qui était aussi enceinte comme la Vierge qui va enfanter dans la prière, et qui est donc la mère de tous les Wendat, la première mère de clan. Sur mon wampum, j'ai créé le symbole du feu du conseil, là où toutes les voix se rassemblent en une. Et c'est un assemblage de verre et de coquillages à mon tour, comme l'ancien wampum, mais du verre transparent à travers lequel la lumière peut passer. Installation semblable à Québec dans une fenêtre. Je joue sur l'idée du vitrail aussi entre Chartres et le wampum. Et je me suis rendu compte seulement après l'avoir installé, parce qu'on m'avait assigné au 5e étage, que mon wampum encadrait exactement le complexe G à Québec. Alors, ça me donne l'idée de poursuivre le travail du wampum en repensant à son potentiel d'accord politique, parce qu'il est supposé sceller la vérité de la parole et la sincérité des deux parties, ce dont on est loin au Québec dans les relations avec les Autochtones. Voilà. Merci beaucoup. Je suppose qu'il y a, comme pour tous les artistes, il y a des sites internet si vous voulez un petit peu approfondir et aller voir ce qu'ils font. Il y a des sites pour ça. Vous pourrez leur poser les questions à la fin. J'invite Morija Kitenge Benza à venir présenter son travail. Bonjour, bonsoir. Alors, moi, j'ai pas obéi à tout ce qu'on a demandé, donc j'avais pas préparé mes images. On va faire comme à l'église. Vous allez avoir des images dans la tête. Ah, je vais pouvoir la voir. Le Saint-Esprit m'a entendu. Mais en fait, je veux commencer quand même à vous parler de mon travail. Je suis un artiste multidisciplinaire. À la base, je suis peintre parce que mon travail artistique a évolué selon mon parcours d'études. Donc, je suis originaire de Kinshasa. Donc, à Kinshasa, j'ai été à l'école des beaux-arts de Kinshasa, qui est une école, au fait, académique. Quand on dit académique, ça veut dire qu'on apprend à repeindre comme Delacroix, Rembrandt et les autres. Et après ça, je suis allé en France, où j'ai étudié à l'école des beaux-arts de Nantes. J'ai étudié à l'école. Merci beaucoup. Merci.
où j'ai étudié à l'école des Beaux-Arts de Nantes. Et pendant quelques années, mes profs m'ont dit, mais il fallait que j'arrête la peinture. Donc j'ai arrêté la peinture, mais grâce à mon travail d'agent de sécurité au musée des Beaux-Arts de Nantes, j'allais dire de Montréal, mais de Nantes, j'ai gardé une expo de Marcel Brothers pendant très longtemps. L'expo, elle était là très longtemps. Et j'ai eu accès à l'installation. Et je me suis rendu compte avec le temps que beaucoup de peintres étaient aussi des artistes qui faisaient beaucoup d'installations. Tantôt quand Madame Cécile parlait de la diplomatie et de ses trois préjugés, je rigolais parce que cette installation qui s'appelle Union des États est inspirée au fait de la diplomatie. Et de la diplomatie dans le sens, on en parlera tantôt dans le panel. Au fait, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de raconter des histoires. En fait, tous les artistes racontent des histoires, mais j'ai envie de raconter des histoires et utiliser beaucoup de métaphores. Essayer un peu de trouver comment est-ce que je peux parler de ma place. Je suis égoïste, évidemment, je pars de moi parce que je me comprends quand même un peu mieux. Donc, je pars de ma place dans un territoire et quelle place ce territoire me donne, quelle place j'occupe dans ce territoire. Donc, je pars dans l'idée que je veux faire abstraction un peu à moitié de ce qui s'est passé avec la colonisation. Donc, je viens un peu en conquérant. Je me dis de toutes les façons, là, moi, quand je viens conquérir aussi. Je me pose pas de questions. Et en se posant cette question de la place que j'ai dans le territoire, du mouvement et du déplacement dans le territoire, parce que moi, quand je parle du territoire, je prends le monde comme territoire. Je prends pas seulement le Congo comme territoire. Donc, c'est-à-dire, je prends comment est-ce que je peux me déplacer dans le monde. Et j'ai compris très tôt, très jeune, que moi, j'étais pas comme un jeune Américain qui prenait son sac et puis qui disait, je veux faire le tour du monde. Parce que moi, à l'époque, quand j'habitais à Kinshasa, bon, maintenant je suis Canadien, c'est plus facile, je peux faire le tour du monde. Je devais demander mon visa à l'ambassade 3 mois avant. C'est-à-dire qu'il faut que je prépare mon voyage 3 mois avant. Je peux pas prendre un voyage et me dire, tiens, hop, je pars à Paris. Il faut que je demande 3 mois avant. Et pour ceux qui ne le savent pas, en diplomatie, en Afrique, quand on vous refuse un visa, on vous met un cachet qui fait que les autres ambassades ne vous donnent pas de visa. Donc la technique, c'est souvent de jeter ce passeport et de refaire un nouveau passeport. Bref, ça m'a donné l'idée de créer l'Union des États et de créer des ambassades. Donc là, vous avez l'installation de l'Union des États, l'ambassade qui se retrouve à Trois-Rivières, parce que ce que je fais aussi, au fond, vous avez la carte de Trois-Rivières, parce que en colonisant un espace, donc je m'inspire de mes ancêtres colons, donc en colonisant un espace, je change aussi le nom et je change aussi l'objectif du territoire. Par exemple, pour cette expo qui se déroulait à Trois-Rivières, Trois-Rivières devenait la République de Trois-Rivières, non, la République fédérale de Trois-Rivières. Et il y avait une carte dans laquelle je redessinais tout l'espace du Canada. Et la capitale de la République fédérale de Trois-Rivières avait le prénom de ma fille, donc Malaïka. Et d'autres villes, c'était le nom de ma mère, de mon père, de mes amis que j'aime beaucoup. Un peu dans cet ordre d'idée de faire un lien avec la façon dont on change l'histoire quand on possède un espace. Et comme je fais un effort de lire aux 2 mois Machiavel, Le Prince, qui est un livre que je vous conseille, et je trouve ça toujours intéressant, comment est-ce que on peut changer l'histoire dans la façon dont on a colonisé un espace. Parce que moi, quand on a colonisé mon espace, on m'a pas seulement changé mon histoire, mais on m'a emmené aussi une religion. Cette religion qui fait de moi aujourd'hui un très bon catholique, parce que je pars toujours le dimanche à l'église. Et dans cette question de religion, en fait, essayer de comprendre, et ça c'est dans mon travail tout le temps, c'est toujours essayer de comprendre les contradictions qu'il y a chez moi en tant que personne aujourd'hui. Là, il me reste pas beaucoup de minutes, je vois que Marie-Laure vient de se lever. Donc dans cette volonté de comprendre les contradictions, parce que je pars du principe que je veux toujours avoir des contradictions. Parce que ça va être difficile pour moi de revenir avant 1885, qui est la date de la conférence de Berlin, parce que je ne pourrais pas revenir à ce avant-là comme c'était avant. Parce que moi, je suis né en 80, donc de 1885 à 80, pour y revenir, c'est très difficile. Donc je suis quand même déjà hybride. Et donc c'est aussi dans mon travail, cette question d'hybridité que j'intègre dans la série Le Christ Pantocrator, où tout justement je fais le choix d'aller trouver les masques qui se trouvent dans les musées à l'étranger, parce que la plupart de ces masques sont des objets qui ont été
Voilà, j'ai pas le temps, je pourrais pas développer. Donc, je vais utiliser le mot que tout le monde utilise, qui ont été volés. Mais d'habitude, j'utilise pas ce mot-là, mais là, je fais vite. Qui ont été volés, au fait, lors des razzias ou bien du grand voyage qu'on appelle Paris, Dakar-Djibouti, en fait, tous ces parcours-là. Et souvent, les masques, quand vous allez dans les musées, si vous allez fouiner au fond, vous allez découvrir que c'est souvent un prêtre qui l'a emmené. Et moi, j'ai grandi en tant que catholique en ayant une icône byzantine à la maison. Et quand j'ai commencé cette série, c'est parce qu'en 2017, je découvre au Musée des Beaux-Arts de Montréal un masque qui vient du village de ma mère. Et en fait, cette contradiction d'être en même temps catholique, en découvrant ce que les catholiques ont fait, mais en restant toujours catholique, et aussi cette idée de dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis toujours les deux en même temps malgré cette souffrance, ça m'a donné cette volonté, cette envie de commencer cette série de peintures que j'appelle Christ Pantocrator, qui est refait dans les mêmes techniques. C'est une peinture sur bois, avec de la feuille d'or, sauf qu'à la place du visage du Christ, j'intègre les masques que je trouve dans les musées qui sont à l'étranger. Donc tous les masques qui font partie de cette série sont des masques qui existent, que vous pouvez voir au Quai Branly, au Brooklyn Museum, au LACMA, et ainsi de suite. Il y a tout ce travail de recherche, au fait, de compréhension de mon propre territoire, d'où je viens, versus avec les autres territoires. En gros, les autres espaces dans lesquels je vis, la France, le Canada, la Belgique, l'Espagne, me servent de miroir pour essayer de mieux comprendre, en fait, ma propre histoire. Désolé, j'ai dépassé un peu le temps. Je vous l'avais dit qu'on pouvait passer la nuit. Hein. J'aime pas du tout l'exercice de me lever là comme une maîtresse puis de dire ça suffit. Vous avez entendu Morija qui parlait des prêtres qui ont emmené les arts, tout ce qui était au Congo. Mais quand je suis allée au Vatican, au musée ethnographique, et les peuples autochtones avec qui j'étais, on fait exactement ce même constat. Toutes les œuvres qu'on peut trouver au Vatican ont généralement été emmenées par des prêtres aussi. Maintenant, je laisse la place à Keiwa Henry, qui nous arrive de loin, qui nous fait le plaisir d'être là. Ilu palol bomando papolo yasagalgon, Keiwa Henry, Kalinya telewuyu awa, Tanyabola awa, Uanoma potomaya yapogupema, Elobo wai amalonia. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Keiwa Henry, je suis Kalinya Telewuyu de ce qu'on appelle actuellement la Guyane française. Je suis artiste et je suis très honorée d'être ici sur ces terres ancestrales et de partager ce moment avec vous. Donc voilà. Je vais vous parler brièvement de mes pièces, de mon travail, de ma pratique. Donc, il y aura différentes images qui se regroupent les unes avec les autres, mais voilà, j'ai fait une circulation un peu différente. Donc, cette première image s'appelle Ilakuamon, et ce sont une paire de boucles d'oreilles et un collier en perles aussi. Et je voulais montrer cette image qui fait partie d'un nouveau corpus, d'un projet que j'ai commencé à entamer en résidence à la Cité internationale des arts à Paris, qui s'appelle Wosalaa. Wosalaa en Kalinya, ça veut dire « je reviens ». Et ce projet parle des os humains qu'il y a eu à Paris durant les expositions universelles où on exhibait des humains comme des animaux. Des personnes de ma nation ont été emmenées et exhibées à Paris en 1882 et en 1892. Et à partir de cette histoire, en fait, de cette histoire qui m'appartient, avec Wosalaa, je me pose des questions sur aujourd'hui, donc 100 ans après, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est pareil? Est-ce que moi, en tant que Kalinya, en France, dans le système français, est-ce que moi, en tant qu'artiste, est-ce que ma position, la façon dont je transite est différente? Comment est-ce qu'on me perçoit? Comment est-ce que je perçois les choses? Et je vais vous parler aussi de cette deuxième image qui est une installation vidéo
Je travaille principalement l'animation. Donc, je fabrique des animations avec de la matière. Donc, ça s'appelle le stop motion. Et ici, les portraits que vous voyez sont réalisés au Génipa, tableau beau. Et en fait, le Génipa est un fruit amazonien qui nous permet de réaliser nos peintures traditionnelles, nos peintures corporelles. Et dans mon travail, à partir de ma culture, à partir de ce que je vis, et à partir de comment je vois les choses, j'essaye un peu de déplacer, on va dire, de déplacer non pas le sens, mais de déplacer le visuel, déplacer la matière pour pouvoir comprendre, pour avoir ma propre compréhension et de partager aussi une nouvelle façon, comme disaient mes pères, de raconter une histoire. Et cette installation, il y a divers portraits de leaders, d'intellectuels d'Abya donc des Amériques. Et c'est une façon pour moi de redessiner une cartographie qui inclurait tous les peuples autochtones des Amériques, donc nord et sud. Donc il y a divers portraits comme ça qui sont dessinés au fur et à mesure au Génipa, comme une façon d'acter, non plus seulement sur le corps, mais aussi sur le papier. Et comment justement toute cette circulation à partir de la matière et à travers la matière, comment est-ce qu'on va comprendre le sens des choses, les sens que nous donnons aux choses. Donc ici, c'est vraiment une image d'une autre animation qui s'appelle Sample, qui est réalisée avec des encres colorées. Et cette installation, il y a aussi un poème. Vraiment, sur la plupart de mes installations, il y a des poèmes qui s'installent où j'essaye de partager un petit peu les paradoxes, mais aussi les diverses langues qui me traversent. Ici, l'installation est accompagnée d'un poème qui est en anglais, en français et en kalinia. Et donc, il y a une circulation, une sorte de dynamique entre les différentes langues et le poids de ces langues. Qu'est-ce qu'elles font en moi? Et justement, je me pose la question de qu'est-ce que, d'une façon générale, qu'est-ce qu'elles construisent, vers où elles nous emmènent? Ici, on voit écrit Wosala, donc c'est un bloc de terre fraîche. Et l'animation consiste à creuser justement ce mot Wosala dans cette terre fraîche. Et ici, c'est une image d'une de mes dernières pièces qui s'appelle Cuire à l'étouffée. Et Cuire à l'étouffée est une animation qui est réalisée avec des lettres, donc des poinçons métalliques qui gravent des mots dans de la viande. Et Atangapawa, ici, veut dire « je ne m'efface pas ». Donc il y a des choses très importantes qui reviennent dans mon travail. Et il y a beaucoup aussi de réflexions qui sont courtes, comme mes animations, mais qui ont un sens. Et par le fait qu'elles se déplacent, par le fait que les animations se rejouent et que ces paroles nous reviennent, c'est un petit peu comme des pensées qui pourraient s'inscrire en nous et qui pourraient nous conduire d'une autre façon. Voilà. Et je vais donc appeler le dernier panéliste, Jean-Philippe Uzel, donc professeur d'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Puis peut-être pendant ce temps-là, on pourra commencer à préparer les chaises pour commencer le panel. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici, d'autant plus heureux que je suis le seul à ne pas être artiste. Donc je vais combler ce petit déficit en me présentant à travers des œuvres, pas les miennes, mais celles d'autres artistes qui ont marqué en fait mon parcours depuis que je suis à Montréal et qui croisent également le thème de la soirée, les lignes de faille. Alors, en fait, mon premier séjour à Montréal a eu lieu en 1991-1992, ça date un peu, mais c'était un moment privilégié pour s'intéresser aux questions autochtones. Pourquoi? Parce qu'on était à 1 an après la crise d'Oka, et puis 92, c'est aussi les grandes célébrations des 500 ans de l'arrivée de colons en Amérique du Nord. Il y a eu des grandes expositions que j'avais eu la chance de voir. Et c'est d'une certaine façon ce qui a attiré mon attention sur la création autochtone.
Et en fait, donc je me suis rendu compte à travers ces artistes très engagés de la génération 80, du début des années 90, que on était face à un art qui dénonçait les sévices du colonialisme, mais qui également critiquait la façon dont les peuples autochtones étaient représentés dans la culture de masse et dans le monde de l'art, ou plus exactement, critiquait la façon dont les peuples autochtones n'étaient pas représentés. Et une œuvre emblématique de cette époque, c'est la performance de l'artiste luiseño de Californie, James Luna, qui s'allonge à San Diego dans le musée de l'homme et qui reste comme ça, immobile pendant des heures, comme un artefact mort. Pour critiquer quoi? Cette idéologie, ce qu'on appelle l'idéologie du Vanishing Indian, encore très, très prégnante dans les années 80, mais même aujourd'hui, elle n'a pas complètement disparu, qui affirmait que finalement, l'âge d'or des cultures autochtones se situait dans une époque pré-contact. Et qu'à partir du contact avec les Européens, les cultures autochtones avaient d'une certaine façon périclité, et que à partir du 19e siècle, il n'y a plus d'art autochtone, la vitalité de la création autochtone a disparu. Et c'est précisément ce que dénonçait ici James Luna, c'est ce que dénoncera également Rebecca Belmore, qui fait un clin d'œil à Luna, dans une performance qui critique l'exposition de Spirit Sings qui avait eu lieu à Calgary dans le cadre des Jeux Olympiques au Glenbow Museum, exposition qui ne présentait aucune création du XXe siècle. Et donc qui attestait cette idée que finalement il n'y a plus d'artistes contemporains autochtones. Alors mon premier article écrit en 2000, essayait de rendre compte de cette situation et s'intitulait « L'art contemporain autochtone, point aveugle de la modernité ». Et je dois avouer que 25 ans après, je suis assez content avec mon titre, je ne le changerai pas. Alors, je me suis également intéressé par dérivation, si j'ose dire, aux artistes qu'on appelle aujourd'hui BIPOC, Black, Indigenous and People of Color. Par exemple, à des artistes africains-américains comme David Emmons, qui a dans les années 80 également fait cette performance où il vend des boules de neige à New York pour souligner justement le fait qu'il se situe complètement en marge aussi du monde de l'art. Il appelait ça, d'ailleurs, avec un jeu de mots, le black market. Alors, depuis, je vais très vite parce qu'il me reste 1 minute et demie, Marie-Laure me regarde. Depuis, les choses ont bien changé. David Emmons est une des superstars de la collection Pinault, par exemple. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire également de l'art autochtone depuis 20 ans, mais on peut dire que depuis le mouvement de réconciliation en 2008, depuis des grandes expositions comme Sakahan en 2013, on voit qu'il y a un mouvement de réappropriation. Et j'ai pris, puisqu'on est ce soir au Make Up Stewart, des exemples de 2 artistes que j'aime bien, sur lesquels j'ai eu l'occasion d'écrire. Premièrement, Kent Monkman, avec Bienvenue à l'atelier. Et à ma grande surprise, il vient juste d'être réinstallé dans le hall, donc vous allez pouvoir le voir en sortant. Je pense que ça fait quelques jours. En fait, Monkman était invité en 2014 dans le cadre du programme de résidence d'artistes du McCord, et il a travaillé sur la collection Notman, mais voilà, donc on voit l'œuvre que vous allez pouvoir voir tout à l'heure. Autre artiste aussi qui était artiste en résidence au McCord, c'est Nadia Mir, en 2016, qui a travaillé, elle, sur les revues de l'époque victorienne, qui a invité les dames, c'était des revues féminines, à créer des objets indiens, donc entre autres des objets perlés. Et donc, elle a repris ces revues et elle a créé donc elle-même des œuvres. Voilà, alors je vais vite. Alors, cette reconnaissance internationale, on en a parlé un peu tout à l'heure, elle a lieu aujourd'hui sur la scène internationale. Et l'exemple, c'est qu'à la Biennale de Venise, qui s'est ouverte la semaine dernière, Maku, le collectif d'artistes amazoniens, eh bien, a fait une murale sur le pavillon voilà, international. Je vois que mon titre n'est pas le bon. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a un petit souci. C'était Maku, c'était pas Jimmy Durham. Tout ce que je voulais dire en 2 mots, mais on va en parler, et je vois que Marie-Laure s'avance, c'est que tout n'est pas réglé aujourd'hui. On est dans une période de réconciliation, de réappropriation, mais il y a des choses encore délicates. Les lignes de faille sont douloureuses, et j'ai eu l'occasion aussi de me confronter à ces sujets qui nous mettent mal à l'aise. Entre autres, il y a une grosse polémique autour de Jimmy Durham en 2017. Jimmy Durham, qui pendant des décennies s'est présenté comme un artiste Cherokee, eh bien, on a découvert qu'en fait, finalement, il n'avait aucune trace d'ancêtre Cherokee, ce qui pose un gros problème. On a eu un peu
un cas similaire dans le monde de la musique au Canada il y a quelque temps, mais aussi des questions délicates qui posent la question de la fonction politique de l'œuvre d'art. C'est l'exposition, toujours en 2007, année chargée, de l'œuvre de Dana Schutz, Open Casket, à la Biennale du Whitney, qui a suscité énormément de polémiques pour savoir si une femme blanche pouvait justement s'approprier la douleur noire. Certains artistes, comme Parker Bright, se sont tenus pendant des jours entiers devant l'œuvre pour en bloquer la vue. Et ces questions, finalement, posent la question de la fonction politique de l'œuvre. Est-ce que la fonction politique est dans l'œuvre, dans le traitement artistique de l'œuvre, dans l'identité de l'artiste? Voilà. Question complexe qu'on va avoir l'occasion de traiter. Merci beaucoup. Ben, il a lancé le sujet, donc je vais inviter les panélistes à s'asseoir. Je pense que vous avez très envie d'écouter ce bouillonnement d'idées et puis qui vont se télescoper, se rejoindre. Donc je vous invite à vous avancer. Alors ma première question, j'ai envie de vous poser, c'est l'expression ligne de faille. Qu'est-ce que ça fait pour vous dans votre art ou même déjà dans votre âme? Qui se lance? Allez, Moritja, je te sens partir. C'est le premier sur ma gauche. Ben, en fait, pour moi, l'expression ligne de faille, c'est que ça fait, pour moi, dans mon art, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je cherche des lignes de faille, au fait. Parce que ben là, j'ai présenté vite mon travail, mais je ne l'ai pas dit au début, mais moi, j'ai grandi dans une famille où mes deux parents faisaient de la politique. Ils faisaient de la politique à un moment donné où il y avait le régime de Mobutu, donc eux, ils étaient à l'opposition. Donc très tôt, j'ai appris au fait à penser politique. Et donc ça fait que dans mon travail artistique, cette ligne de faille, au fait, je la trouve dans les discours politiques. Essayer tout justement de jouer un peu au... Attends, comment je peux dire ça, en fait? Enfin, ouais, d'être... Je veux pas... Médiateur? En fait, c'est pas le mot que j'allais utiliser, mais en fait, d'être diplomate. C'est le mot qui colle à ce que je veux dire. En fait, cette ligne de faille, je la trouve, en fait, dans l'aspect de la diplomatie. C'est pas une diplomatie pour être gentil, non. C'est une diplomatie pour être... Bon, je vais utiliser les termes clairs. Souvent, je dis que j'ai envie que quand on regarde mon œuvre, que la personne, je laisse le temps au spectateur de s'avancer plus proche pour qu'elle puisse recevoir la claque. Donc la ligne de la faille, je la trouve au fait dans l'esthétique, qui rend les œuvres, disons, plus belles. Ça vient aussi du côté, le côté beaux-arts que j'ai eu à l'école, qui fait que le temps que le spectateur puisse comprendre de quoi il s'agit, puisse comprendre de quoi je parle, donc elle a déjà eu au moins 5 ou 6 claques. J'ai vu Nicolas Renaud sourire quand tu as parlé de s'approcher, de recevoir une claque. Ça avait l'air de résonner. Oui, ben, parce que normalement, c'est la façon dont je décris les œuvres que j'aime visuellement, quand elles font quelque chose de loin, puis elles font quelque chose de proche aussi, mais j'y avais pas pensé dans le sens politique où quand on s'approche, on est à portée de la claque, alors c'est juste ça. Alors, ligne de faille, on parle de franchir une ligne de faille, est-ce qu'on est déjà au niveau de franchir la ligne de faille, ou est-ce qu'on est déjà, il faut parler de cette faille, il faut parler de ce qui existe, des problématiques, des traumatismes, est-ce qu'on en parle dans l'art? Bah, si vous me posez la question, je suis pas tout à fait certain de ce qu'on veut dire exactement dans ce sens-là. Alors, c'est difficile pour moi de m'avancer. Si on dit ligne de faille au sens de séparation, de division, alors évidemment, moi personnellement, je l'aperçois partout. Intérieurement, c'est la ligne de faille identitaire entre Québécois et Autochtones. C'est la ligne de faille des ancêtres Wendat aussi, très tôt convertis. Alors que quelque chose perdure quand même de la pensée des anciens et de la culture. C'est la ligne de faille aujourd'hui entre les deux mondes. C'est la ligne de faille du monde occidental en général et de la planète, hein, où l'avenir est impensable. L'avenir est impensable dans la forme actuelle du monde. Alors, il y a plusieurs lignes de faille comme ça, si on le pense en termes de séparation.
C'est pas moi qui ai fait le thème, donc c'est pour ça que je veux votre réponse. Keiwa, est-ce que... Mais en fait, on n'est pas obligé de parler de ligne de faille, on peut juste parler de cette thématique qui vous réunit tous. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Euh, je pense que pour moi, la ligne de faille, quand je l'imagine et que je dis ligne de faille, c'est comme le fait de cette action, elle est toujours en cours. La ligne, elle est toujours en train de continuer, elle est toujours en train de scinder des choses, elle est toujours en train de fractionner, de diviser. Et voilà, pour moi, la ligne de faille, ça a été quelque chose qui a été dessiné, mais qui continue. Justement, c'est une ligne qui est toujours en processus. Voilà. Et comme Nicolas, je suis dans cette ligne de faille. Je suis la faille face à l'État, face à la colonisation, qui n'a pas réussi justement à nous évincer, qui n'a pas réussi à nous raser de nos territoires. Et voilà, cette ligne de faille, et surtout en partant de ce contexte français, ultramarin, Guyane, il y a des failles qui ne sont encore, qui sont là, comme des fractures béantes, mais qu'il y a aussi une sorte d'invisibilisation de cette ligne, d'invisibilisation de ces failles. Et voilà, moi aussi, du fait que je sois ici, qu'il y ait cette présence et de ce travail, c'est aussi de soulever ces lignes qui sont dessinées, de les un peu élever pour qu'elles soient visibles aussi aux autres. D'ailleurs, je me permets de dire, pour ceux qui ne connaissent peut-être moins l'histoire de la Guyane, il y a eu des pensionnats pour autochtones aussi en Guyane. C'est un gros sujet en ce moment. Il y a une commission vérité et réconciliation basée sur la canadienne qui est demandée, redemandée la semaine dernière encore à l'ONU. Les artistes, ceux qui sont un peu plus en politique, le demandent. Le dernier a fermé l'année dernière. Et puis, il y a un aveuglement. Je n'ai pas utilisé le terme aveuglement, mais c'est un peu ça, et c'est ce qu'il y a eu ici aussi. Donc avant d'arriver peut-être à cette faille, il faut peut-être voir les choses. Je sais que c'est une conversation que vous aviez eue aussi, de mettre de l'avant, y compris dans l'art, ce qu'il faut voir. Ouais, ben, je crois que dans l'idée du thème, au-delà de la ligne de faille, il y a une idée de régénération puis de guérison de quelque chose. Donc c'est sûr que c'est pas rien de le voir dans ce sens-là parce que il il y a un seuil à franchir vers autre chose, ça c'est certain. On n'a pas l'impression, personne en ce moment, qu'on est sur le plateau où on vole au-dessus du monde, tu sais, qu'on a juste à ouvrir les ailes et que le vent nous porte. Il y a quelque chose à franchir. Euh, bon, moi, je travaille avec les wampum, mais par exemple, la matière même du coquillage, qui est la matière première du wampum, elle est codée culturellement dans les cultures Wendat et Haudenosaunee et dans presque toutes les cultures d'Amérique. Le coquillage a un puissant potentiel de guérison de l'esprit et c'est lié à la pensée politique et sociale Wendat aussi et iroquoise et Haudenosaunee. C'est à la base de la Confédération Haudenosaunee. Le peacemaker donne à Hiawatha des coquillages pour qu'ils se mettent sur les oreilles, la gorge, pour pouvoir entendre les autres, voir clairement et parler par son cœur, mais il doit guérir de la colère et du désir de vengeance et de la peine d'avoir perdu les siens dans le cycle de la violence entre les 5 nations. Donc, dans les récits très, très anciens, le coquillage est déjà... Et quand les Wendat et les Haudenosaunee font des wampum, ça reste, ce n'est pas oublié. Donc, il y a ce lien-là entre la guérison intérieure et la relation au monde. La pensée politique traîne déjà l'exigence d'une guérison intérieure. Donc, en travaillant avec les coquillages, par exemple, c'est quelque chose auquel j'essaie de penser. Sauf qu'il y a quelque chose qui est faussé quand on regarde les cultures autochtones ou la suite des cultures autochtones maintenant comme étant dans un besoin ou une phase de guérison. Parce que à l'échelle du monde, qui a besoin de guérir? Ce sont les sociétés occidentales.
parce que ce sont elles les sociétés malades. Et ça, je le dis toujours à mes étudiants dans les cours, faites attention de ne pas pathologiser les Autochtones en disant, ah oui, ils sont sur le chemin de la guérison, ah, c'est bien, la culture doit guérir, ah, les pensionnats, il faut leur offrir du soutien. Attention, si vous venez d'une culture qui a mis les enfants d'une autre culture dans des pensionnats pour effacer leur langue et leur culture, vous venez d'une société malade. Quand votre système économique fonctionne sur la croissance infinie, sur une planète qui n'est pas infinie, vous vivez dans une civilisation malade. Alors, le besoin de guérison, il est en Occident. Mais en fait, c'est ce que je trouve intéressant. Et je prends la ligne de faille, si je peux rajouter, au fait, en disant c'est quoi les trous, au fait, que cette société qui pense qu'elle a tout bâti, qu'elle a tout construit, a oublié de fermer, au fait. C'est-à-dire, moi, j'entre par ces trous-là. Je ne veux pas attendre qu'on m'ouvre la porte pour entrer. Donc, en fait, c'est un peu pour moi la ligne de faille, c'est aussi comme une rébellion, en fait. C'est-à-dire qu'un rebelle qui rentre, qui bouge, et puis qui sort, et puis qui revient, qui bouge et qui sort, au fait. Parce que justement, comme tu disais, les sociétés, elles se sont bâties sur une histoire, sur une narration, que ça soit autochtone ou si je prends l'exemple de l'Afrique ou du Congo particulièrement que je connais parce que je ne connais pas toute l'Afrique. Mais c'est le même système. C'est avec les pensionnats, les églises, la religion, le système économique. En fait, j'ai l'impression que c'est comme un copier-coller. En fait, on a fait un copier-coller. Après, chacun a eu les mots de différentes sortes, de différentes façons. Tu sais, le vol des objets, les pensionnats, la religion. En fait, et finalement, jusqu'aujourd'hui, dans le système dans lequel on vit, comme tu disais, au fait, il n'y a rien en fait, c'est le même système qui est là. Il n'y a pas un renversement de pouvoir. Et moi, c'est de cette façon, quand je dis j'utilise la ligne de faille, c'est en fait une rébellion insidieuse, au fait. Et je suis comme un rebelle. Donc je veux rentrer, je sors. Parce que l'idée n'est pas d'attendre que je sois visibilisé. C'est comme ça que je dis souvent que je ne me sens pas invisible. En fait, c'est toujours cette question un peu politique d'aller chercher la faille, elle est où, en fait, pour entrer, détruire, ressortir, rentrer, questionner, détruire et sortir. Parce que tant qu'on n'aura pas, si je parle de mon cas, moi personnellement, de mon côté, tant qu'on n'aura pas nous-mêmes l'accès à cette volonté de changer le paradigme sans attendre, donc on va toujours être dans ce jeu-là, en fait. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a un poids, j'entends parler de cette guérison, est-ce qu'il y a un poids que vous ressentez de devoir vous positionner finalement, et puis peut-être en tant qu'analyste d'art, professeur, est-ce que vous voyez ce poids-là pour des créateurs qui soient d'un pays colonisé, qui soient autochtones colonisés aussi? Est-ce que c'est un poids pour vous? Je vais peut-être commencer par nos artistes et puis après par vous, Jean-Philippe. Est-ce que c'est un poids? Un poids pour se positionner? Ben en tant qu'artiste, est-ce qu'on vous avez l'impression qu'on attend que vous alliez là-dedans et que finalement vous pouvez rayonner que seulement si vous rentrez dans ces conversations-là artistiques? Oui, je crois que c'est une pression pour la plupart des gens. Moi, personnellement, j'y suis indifférent. La pensée des ancêtres Wendat, la culture des ancêtres est quelque chose qui a nourri les dernières phases de ce que je fais et j'en suis reconnaissant et je ne l'ai même pas cherché. C'est arrivé par plein de voies. Quand j'étais jeune, être en partie Wendat, c'était d'avoir des oncles qui font de l'artisanat, puis d'aller à la chasse, puis à la pêche, puis c'était tout. Le reste, c'était enfoui. Puis quand on se rattache à une petite communauté d'artistes et de traditionnalistes qui sont encore connectés à l'héritage des ancêtres, à un moment donné, ça nous nourrit dans notre rapport aux choses, au monde, à la nature, à tout. Donc, il n'y a pas d'exigence là, pour moi de signifiant culturel ou d'authenticité ou quoi que ce soit. Je sais qu'elle est là extérieurement dans la société. Moi, je la ressens pas. Au niveau politique, pour moi, c'est naturel. C'est pas une pression de devoir se positionner. Je crois plus vraiment à l'art qui aurait pas une dimension politique. C'est encore une conception bourgeoise occidentale. L'art pour l'art ou comme on voyait l'image, la peinture de Dana Schultz que disait ah mais moi je suis une plasticienne et c'est pour célébrer la douleur d'une mère qui a vu bon ça c'est
Et là, l'art occidental et les critiques, je me souviens, ils disaient toujours, oui, mais la valeur universelle de l'esthétique, vous voyez pas son coup de pinceau et tout, hein. Toujours comme si les Blancs et l'Occident détiennent un savoir esthétique qui, encore là, est pour jouer un jeu de pouvoir contre les autres, hein. Et donc là, ils renvoient les autres au folklore ou à du militantisme politique et tout, alors que c'est complètement bête d'exploiter l'image d'un lynchage et de dire que ce n'est que de l'esthétique. Donc, je veux dire, même les artistes non autochtones ou blancs ne devraient plus faire d'art qui ne parle pas de choses importantes et réelles dans le monde maintenant. Ça peut être différent à d'autres moments, mais l'idée même de l'art, c'est un tout petit moment dans toute l'histoire de l'humanité. Les gens créent des images et des formes depuis longtemps sans même avoir le mot art, alors il faut revenir à d'autres choses. Keiwa, je t'ai vu hocher de la tête pour le poids. Ouais, je pense que le poids, il est mis à cause du regard de l'autre. Donc, à cause du regard occidental, nous, on subit ce poids. Nous, on est obligé de... Moi, du coup, oui, il y a un poids. Il y a un poids puisque déjà, de mon côté, il n'y a pas non plus beaucoup d'artistes qui sont reconnus en tant que tels dans le marché de l'art contemporain et tout. Et en plus, il y a encore cette discussion que nos arts, nos fers soient détachés, justement, ne soient pas l'art que l'on peut concevoir de façon occidentale. Et avec tout ça en tête, il y a vraiment, moi, des questionnements. Quand je crée, quand je transite justement dans ces espaces d'art, je me demande toujours comment moi est-ce que je veux mettre ma pièce à partager, comment est-ce que je veux partager et comment est-ce qu'elle va transiter. Il y a beaucoup de questions comme ça qui font que pour moi, quand je fais aussi mon travail, c'est que actuellement il y a encore trop de non à dire pour ma part. Et c'est en disant non que du coup, on a cette confrontation de ce système qui est dominant, qui est là et qui nous incombe dans ce poids, qui nous emmène souvent à être vu, à être instrumentalisé aussi, parce qu'il y a aussi ça dans cette tendance, on va dire, avec l'art autochtone contemporain, avec toutes ces, on va dire, nouvelles formes, entre guillemets, toutes ces réappropriations. Et voilà, c'est un poids avec lequel il faut moduler les choses, créer, comme je dis dans un de mes poèmes, louvoyer, donc naviguer en zigzagant pour arriver à quelque chose. Donc tant subir et voir le regard de l'autre, mais aussi créer son propre regard de soi-même. Voilà. Jean-Philippe? Oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le concept de ligne de faille, déjà, puis en écoutant mes camarades. Juste peut-être revenir sur le concept qui nous réunit. Donc, ligne de faille, c'est un peu un concept négatif, hein. D'ailleurs, on nous invite à franchir les lignes de faille. C'est une métaphore géologique qui veut nous dire qu'il y a une rupture, une cassure quelque part, qui serait à réparer. Je trouve ça intéressant de parler des wampum. Et je signale d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a dit, qu'il y a une superbe exposition sur les wampum ici Elle est terminée. Voilà, au McCord, hein, des wampum perles de diplomatie. Et c'est intéressant de voir que lors des premiers contacts entre les Haudenosaunee et les Hollandais au XVIIe siècle, ils avaient signé des accords. Il y a des wampum qui ont disparu aujourd'hui, mais il y a des témoignages qui sont restés. Entre autres, le wampum à 2 rangs, qui prévoyait déjà en fait une faille possible, une rupture possible, mais ils avaient convenu finalement qu'ils allaient naviguer en parallèle pour éviter justement les heurts. Donc les 2 nations, européennes et Haudenosaunee, avaient dit que finalement ils allaient travailler ensemble pour éviter la rupture, ce qui n'a pas duré très, très longtemps. Donc voilà. Mais en même temps, il me semble que ce concept de ligne de faille peut être entendu de façon pas seulement négative, mais aussi positive, hein. J'écoute ce que dit Moridia, c'est intéressant. Le côté subversif aussi, la ligne de faille. Et bon, je ne veux pas être trop professoral, mais je viens du monde des idées politiques. On a parlé de Machiavel déjà, mais je pense à Deleuze et Guattari qui, dans 1000 plateaux, parlent pas de ligne de faille, mais de ligne de fuite. Et c'est intéressant. Et il me semble que les lignes de faille peuvent être des lignes de fuite. Ils disent les lignes de fuite, c'est quoi? C'est tout ce qui échappe finalement à la polarisation dans la société. Donc, jeunes, vieux, femmes, hommes, fous, non fous,
c'est eux qui prennent ces exemples. Et il me semble que la ligne de faille, ça peut être ça. Quand finalement on interroge hein, l'institution, on interroge le monde occidental, la question de l'art pour l'art, on crée une sorte de disruption, d'une certaine façon, une ligne de fuite qui interroge la façon de faire de ce monde occidental. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est là et on le voit avec les questions, Nicolas l'a dit, les questions autochtones aujourd'hui de plus en plus, je me rends compte que on se retourne vers les autochtones pour avoir des solutions justement aux questions de l'environnement. Hein. Donc, des artistes autochtones sont plus invités parce qu'ils sont autochtones. C'est comme si on avait dépassé la politique de l'identité, mais parce qu'ils questionnent justement l'environnement. Ils nous donnent à penser l'environnement et le vivant en général, hein, tous les vivants qui sont non humains, de façon totalement différente. Et je prends un exemple à Montréal, l'exposition qui a ouvert il y a quelques jours, Femmes, volcan, forêt, torrent, au musée d'art contemporain, où des artistes autochtones sont invités, Sonia Robertson, Assinayak, et elles sont pas invitées comme autochtones, elles sont invitées parce qu'elles interrogent le vivant d'une façon différente. Et là, il me semble qu'il y a un renversement intéressant. La ligne de faille devient quelque chose qui fait bouger les lignes, qui nous invite à ne plus penser de façon polarisée et à regarder notre environnement de façon différente. Et là, voilà, c'est ce que vos réflexions m'inspirent. Mais comment je vais dire ça, en fait? Moi, je vous regarde, vous trois. Moi, je suis comme de mon côté. C'est comme ça que j'ai utilisé le terme rébellion, parce que moi, je viens du Congo déjà à la base. Je suis pas une ancienne colonie française. Je suis une ancienne colonie belge. Donc, on a une histoire particulière avec la Belgique. Donc, mais je me retrouve dans une culture française, francophone française. Donc, je peux dire que ma culture politique, philosophique et tout ça, elle est française, elle n'est pas belge. Et en parlant de la question du poids, tantôt je parlais de rébellion. Pourquoi? Parce que j'ai déjà très tôt, je me suis posé la question de savoir déjà comment est-ce que je devais me déplacer dans le monde. C'est comme ça que j'ai parlé des visas à l'époque, parce que c'était important de savoir que moi, je ne pouvais pas me déplacer comme vous pouviez vous déplacer. Cela ne remet pas en question l'histoire et ainsi de suite. Donc à ça, je me suis toujours posé la question depuis que je suis ici, comment est-ce que j'intègre ces complexités qui sont miennes dans les complexités qui sont vôtres, sans chercher à dire que moi j'ai souffert plus ou vous avez souffert moins. C'est pas cette question-là. Et ça, on va le voir aussi dans l'art, si on revient à la question de la ligne de faille, la question du poids, au fait, parce que c'est la question du marché, au fait. Comment est-ce que le marché va établir tout justement, comme tu disais tantôt, qui est artiste contemporain, qui l'est pas. La question de l'esthétique. C'est moi, je venais d'une école des beaux-arts quand j'étais à Kinshasa. Donc en arrivant en Europe, je comprenais un peu facilement c'était quoi les beaux-arts, donc j'avais plus des problèmes à comprendre c'était quoi l'art contemporain, parce que tout le monde était passé à l'art contemporain, moi j'étais encore resté aux beaux-arts. Et le marché aujourd'hui, de la façon dont moi je veux le vivre, je me dis, ben oui, je suis Canadien d'origine congolaise, je vis à Montréal, ça va être plus facile pour un musée américain de m'inviter au fait, parce qu'il n'y a pas de question de visa. Mais ça va être plus difficile pour les amis avec qui je suis, qui sont encore à Kinshasa, d'avoir une expo à New York, d'avoir une expo. Et au fait, cette question de poids va venir aussi avec les sujets qu'on va traiter, au fait. C'est pour ça que je parlais tantôt de rébellion en disant c'est comme un choix que je dois choisir, parce que dès que j'arrive sur un territoire, un espace, j'ai la complexité de tout cet espace-là. Du coup, mon histoire, elle est comme, je la place où, au fait? Parce que je dois déjà dealer avec les histoires des autres qui sont dans leur territoire. Et ça, dans le marché de l'art, ça se ressent plus parce que qu'on le veuille ou pas, tout est relié à l'histoire coloniale quand même. Ça, qu'on le veuille ou pas. Et c'est pas de dire ils sont les méchants ou les mauvais ou les gens. C'est pas cette question-là. Parce que si on revient à la politique, comment est-ce que les choses vont être faites? Par exemple, l'Afrique, pour moi qui viens de l'Afrique de l'Ouest va être plus favorisée par la diplomatie française, par exemple, parce qu'ils ont des liens directs. L'Afrique anglophone va être plus favorisée, par exemple, avec les diplomaties britanniques, parce qu'il y a des liens directs. Mais nous, comme on n'a pas une histoire avec la Belgique qui a continué, au fait, suite à cette cassure qui a été brutale,
Donc, en tant qu'artiste, quelque part, on se retrouve un peu, c'est comme ça qu'il faut tout le temps jouer avec toutes les lignes de faille, en fait. Il y en a plusieurs, les lignes de faille maintenant. Et c'est comme ça que c'est intéressant aussi, que moi, je regarde beaucoup de l'extérieur souvent, les choses. Je veux souvent regarder de l'extérieur, essayer de comprendre les histoires des autres pour essayer de trouver ma place, mais trouver ma place en tant que personne, avec mon histoire, mais en tant qu'artiste, trouver aussi ma place dans le marché qui vient avec tous les règles que le marché va imposer, en fait. Et c'est de jouer tout le temps avec ça. Oui, à un moment donné, ça devient un poids, parce qu'un poids mental, un poids de la fatigue, parce qu'à un moment donné, comme tu disais, il y a des expos que tu vas refuser, parce que tu dis, bon, bah. Mais des fois, j'en joue parce que je veux me dire, mais comme je suis canadien, je suis africain, donc c'est bien, je peux manger dans les deux, dans les deux assiettes. Mais c'est comme ça de trouver, au fait, j'ai l'impression, moi, dans ma carrière, tous les jours, je dois jouer à ça, au fait. C'est comme ça que je parlais de rébellion tantôt. Parce que tous les jours, je dois essayer de trouver c'est quoi la porte par laquelle j'entre, comment j'entre par cette porte-là, qu'est-ce que je bouscule, tout en respectant les histoires de chacun, mais je veux que mon histoire aussi trouve de la place, au fait. Est-ce que vous avez l'impression que le marché ou qu'on s'attend à ce que vous mettiez l'identité, les traumatismes de vos peuples dans votre art, ou vous vous sentez libre quand même de faire ce que vous avez envie? Bien sûr, on peut se sentir libre, mais est-ce que vous sentez que c'est là où on vous attend généralement? Mais moi, je sais que si je parle de mon expérience, j'en joue beaucoup. Je peux savoir quelle institution attend de moi quoi, au fait. Après, je prends le choix. Comme je dis, j'accepte d'être le token ou pas. Et ça a des moments. Des fois, je me dis, oh tiens, aujourd'hui c'est lundi, tiens, ok, c'est bon, je vais être token. Et puis mardi, oh non, ben, je ne serai pas token. Parce que comme je dis, je dois tout le temps naviguer, mais quelque part, le marché veut imposer ça. Et tu sais, comme tu disais, avec les artistes autochtones, c'est la même chose avec les artistes africains, avec toutes les foires qui s'ouvrent un peu partout. C'est comme ça revient. Pareil avec les artistes autochtones et ainsi de suite. Toujours quelque part, on veut te voir dans la question identitaire, mais en même temps, comme tu questionnes l'histoire de ton territoire, tu es quand même quelque part obligé de passer par la question identitaire. Tu vois, tantôt tu parlais de la question esthétique, le coup de pinceau. Moi, c'est qui m'a toujours fasciné au Québec. Quand je suis arrivé, je me disais, mais il y a tellement l'histoire, tout le monde parle de la Révolution tranquille, de l'histoire du Québec, mais c'est bizarre, je vois pas ça souvent dans les œuvres d'art des artistes. C'est rarement, souvent on me parlait de la forme, de la couleur, de la lumière. Je me dis, mais alors pourquoi à la télé tout le monde parle de la Révolution tranquille pendant qu'il y a plein d'artistes en art contemporain, peut-être qu'il y en a, mais en fait c'est toute cette question de l'esthétique et comment est-ce que, pas seulement le marché, mais les écoles, la formation artistique, je pense, va choisir au fait de mettre là les attentes où on va aller. Parce que des fois, je fais des interventions dans les écoles et il y a des étudiants qui sont noirs qui vont venir me voir après, qui me disent, mais tu sais, moi, souvent, on me demande de parler de mon identité. Parce que j'ai eu la même chose quand j'étais à l'école. Les profs me disaient, mais pourquoi tu parles pas de la danse? Pourquoi tu fais pas des performances en danse? Les Africains, vous dansez souvent bien et tout ça. Donc les profs m'envoyaient quelque part où moi j'y étais pas parce que moi j'étais dans la peinture, je peignais comme Rembrandt. Mais eux voulaient me voir dans autre chose. Donc oui, on nous attend quelque part. Après, à chacun, pour moi, mon point c'est que chacun fait le choix de jouer avec ou pas, au fait. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, pas précisément, c'est vraiment très éclairant. Je comprends exactement ce genre de position et qui est pas la mienne totalement, qui peut pas l'être de toute façon parce qu'il y a quand même un miroitement de la position sociale dans la carrière de l'art. Alors quand on peut passer pour blanc, les attentes sont pas nécessairement les mêmes. Moi, ce qui m'arrive, c'est de décevoir les attentes. Ah, on a invité un autochtone, on pensait qu'il serait plus brun. Ou, ou de les décevoir dans l'autre sens, là, pour un autre contexte. Mais c'est-à-dire que quand on a le privilège de jouer dans les deux équipes, c'est notre vie sociale quotidienne ne nous a pas formés à constamment manœuvrer
sa position. Alors, bon, je suis dans une position plus facile, plus privilégiée. En même temps, ça me rend plus politique. Quand j'enseigne à Concordia, c'est la même chose. Quand on parle de racisme, par exemple, je l'ai dit, quand j'étais plus jeune, je me disais, le racisme, ça ne me concerne pas parce que quand on est métissé dans notre famille, on n'est pas comme les autres autochtones qu'un taxi va pas embarquer ou qui se font mettre de côté à l'urgence à l'hôpital parce qu'on se dit, ah, c'est sans doute un Indien sous. Alors, je peux pas m'en mêler. Je vais laisser ça à ceux qui en font l'expérience. Plus tard, j'ai compris que quand on est des deux côtés, on le voit, le racisme, même si on n'en fait pas l'expérience. Alors, on a une réserve d'énergie pour dire quelque chose parce qu'on se bat pas contre à chaque jour. Et j'ai changé ma position en disant non, mais je vais en parler. Parce que moi, j'ai cette réserve d'énergie-là. J'ai pas passé ma journée à manœuvrer ma position, mais je vois ce qui se passe. Donc, c'est sûr que cette position dans la société nous forme d'une certaine façon ensuite à manœuvrer à tous les niveaux des interactions et dans les institutions aussi. Mais c'est pour ça que je comprends parfaitement de l'extérieur, cette façon-là de dire une journée, je vais la jouer comme ça, l'autre journée, je vais la jouer autrement, mais il est toujours face à une perception, face à une prédéfinition. Avant de passer à la période de questions-réponses, Kewa, je t'ai vu me regarder, me lancer un regard quand il a parlé justement de la place que des fois on arrive et puis on est déçu parce qu'on imagine quelque chose peut-être trop folklorique. Je suppose que c'est un peu ça. Ouais, je pense que c'est ça par rapport à l'exotisation, à la folklorisation. On attend beaucoup de ça encore, même. Je vais toujours parler de ce contexte français où des fois on ne veut pas de cet aspect aussi politique et revendicateur et on préfère quelque chose qui soit abstrait, dont le message est abstrait pour pouvoir voilà, pour pouvoir faire en sorte que tout se passe dans une certaine paix, une certaine sérénité, alors que non. Et d'un autre côté, oui, même moi, très tôt, quand j'ai fait le choix de poursuivre ces études aux Beaux-Arts, il y avait toujours cette question de si je rentre dedans, et on me l'a dit, oui, si tu parles de ta culture, si tu parles de tout ça, ce sera plus intéressant, ce sera plus... Et du coup, j'ai pris du temps à me dire que si j'en parle, ce sera sur mes propres termes. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail, justement, en déplaçant la matière, en déplaçant la façon dont tu l'utilises, en déplaçant justement le mouvement, ou en tout cas en changeant le sens des choses, qu'on peut construire justement d'autres matrices. C'est une sorte de souveraineté narrative, c'est de la souveraineté narrative. Jean-Philippe, et après, j'ai plein de questions, mais je vous les laisse. Moi, j'aimerais juste poser une question à Kewa, parce que je trouve qu'on a vraiment de la chance qu'elle soit... C'est lui qui vole les questions, finalement. Non, mais je suis curieux, parce qu'on a de la chance de l'avoir avec nous. Ici, la question autochtone et la question du colonialisme, même si elle est problématique, il y a quand même un consensus. Même l'État canadien reconnaît qu'il est un État colonial et essaye de diminuer le colonialisme. En France, je ne suis pas sûr que ça se pose de la même façon par rapport au peuple autochtone, en tout cas. Je le sais parce qu'il y a, lors d'une sabbatique en 2012-2013, j'avais été invité à la Sorbonne et j'avais fait porter mon programme de recherche sur l'art autochtone. Voilà. Et pendant toute l'année, les gens me disaient, à ma grande surprise, « Ah, tiens, tu travailles sur l'art autochtone, tu travailles sur le programme artistique du Front National. » Pourquoi? Parce que l'autochtonie est récupérée aujourd'hui par un discours identitaire en France. Mais c'est-à-dire que le mot même autochtonie ne renvoie pas du tout à l'autochtonie telle que l'entend justement les Nations Unies dans sa déclaration des peuples autochtones. Donc voilà, la question autochtone en France, c'est encore la question grecque, l'autochtonie née de la terre, et ça renvoie à un certain discours identitaire. Et je voulais savoir, Kaiwa, il me semble que tu es justement dans cet entre-deux. Tu vis en France, mais en Amérique, où la question des coloniales se pose finalement
de façon très différente entre ces deux traditions. Je ne sais pas si tu ressens cette tension, plus tu fais tes études en France actuellement. Voilà, je sais pas. Oui, je pense qu'elle est très très forte, hein, elle est très imprégnée, elle est même dans tout le système, entre les territoires qu'on dit ultramarins. Donc, et oui, je pense que c'est quelque chose qui est très des questions auxquelles il faut répondre, je pense, et faire face. La question de l'autochtonie, même sur notre propre territoire spécifique qui est la Guyane, on a aussi beaucoup de complexité par rapport à ces termes. On utilise beaucoup en termes francophones indien d'Amérique. Et moi, quand j'entends quelque chose comme ça dans une leçon, dans un colloque et tout, mais je me dis, mais de qui ils parlent, ces gens? Oui, quelle vision est-ce qu'on continue à emmener? Quelle vision on continue à construire? Alors que non, en fait, ni indien, comme disait l'un des poèmes de Yue, ni indien d'Amérique, ni d'ailleurs, ni amérindien, en fait. Et donc, on est vraiment dans des discussions qui peut-être ont déjà eu lieu dans d'autres territoires où il y a justement d'autres nations, mais qui pour nous sont encore en cheminement. Et ça aussi, c'est ce travail d'invisibilisation du système français, de l'État. Et voilà, oui, c'est très, 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 très présent, je pense. Si je peux me permettre une petite Je vais intervention, prendre sur moi de déborder un petit peu. oui, ça me pousse à faire une remarque que je trouve importante parce que ça rejoint des choses qui, moi, m'occupent beaucoup en ce moment. On disait effectivement, bon, au Canada, on reconnaît quand même une histoire coloniale et tu nous parles un peu du contexte français. Puisqu'on est au Québec, il y a quelque chose là, il y a un abcès qui reste à crever, il y a quelque chose à explorer qui ne débloque pas. Et il y a quelque chose de particulier dans le colonialisme québécois. Oui, au Canada anglais, on le reconnaît, mais quand on parle des mots, de l'ambiguïté des mots, par exemple, cette espèce de besoin d'innocence qui loge dans tout colonialisme, c'est comme on le reconnaît, mais il faut vite passer à une rédemption. Alors, au Canada anglais, c'est la réconciliation. Au Québec, c'est l'auto-autochtonisation. Qui est très fort dans le récit national maintenant. Ah, on était frères depuis le début, ou tout le monde a un peu de sang autochtone. Donc, il y a quelque chose de profond là à défaire. Il y a une forme d'auto-autochtonisation d'une nation d'origine coloniale. Et ça se traduit même par les arts. Si on se rappelle l'exposition Riopelle et les peuples autochtones il y a quelques années au Musée des Beaux-Arts, c'était un terrain d'enquête anthropologique sur la mythologie du nationalisme québécois. S'auto-autochtoniser à travers la célébration de l'art moderne, d'un de ces héros de l'art moderne. Je ne dis pas que Riopelle lui-même a voulu ça, c'est le récit qu'on en a fait. Ah, regardez, il extrait ce qu'il y a de bien dans l'art autochtone, c'est-à-dire le mysticisme et la spiritualité, et il en fait du high art de l'art moderne. C'est ça. C'était, même il y a des critiques montréalais qui ont dit, ah, comme les modernistes français, il avait lui aussi ses inspirations primitivistes. Alors on est là au Québec. Et là, on n'était pas dans la faille, on était dans la construction mythologique qui permet d'oublier la faille et de se dire, non, ici, il y a pas de problème. Alors, il y a quelque chose dans le colonialisme qui s'exprime justement par les arts et une certaine mythologie de la culture. Et qu'on retrouve en termes politiques, mais on n'est pas là pour parler trop politique. Est-ce que, donc, qui voudrait poser une question? Non, mais je vais amener mon micro. J'avais envie de marcher. Soyez pas timide. Ça peut être intimidant de conversation de haut niveau, mais on peut éviter à... Voilà. J'ai toujours rêvé de faire ça, là, comme à la télé. Présentez-vous, bonjour. Bonjour. Dans les lignes de faille, dans le fond, il y a une irréversibilité. Je trouve ça un peu décourageant. J'aimerais avoir des mots d'encouragement. Est-ce que c'est irréversible, tout ça? Si c'est irréversible. Irréversible, parce qu'une ligne de faille, ça ne reviendra jamais comme avant. Mais au fait,
Honnêtement, la façon dont moi je le pense, ça ne veut pas dire que c'est triste. Ça ne veut pas dire parce que je ne sais pas ce que mon arrière-grand-mère était guérisseuse. Mais quand les jésuites sont arrivés, ils lui ont dit, tu peux plus faire ça. Il faudrait que tu deviennes, que tu sois baptisé et tout ça. Donc, elle n'a pas transmis, ça se transmettait de mère en fille. Donc, je connais un peu l'histoire parce que du côté de ma mère, ils ont la chefferie au fait de leur nation. Donc, je pose pas mal de questions. Mais en même temps, je me dis, je veux pas pouvoir revenir à ça parce qu'il n'y a pas eu des traces. Peut-être qu'il y a un Belge qui a des traces en Belgique quelque part. Il faudrait que je cherche encore, je ne sais pas. Mais ça ne m'empêche pas de dire que même s'il y a eu ça, on a continué à bâtir des choses, au fait. Donc, c'est comme ça que je dis que je suis comme un peu un rebelle parce que j'entre, je sors, je bouge un peu, je reviens. Donc moi, moi de ma part, en tout cas de ma façon de voir, je ne m'attriste pas de ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que tantôt quand je disais, mais je les regarde ensemble, dans le sens que, vu la couleur de la peau que j'ai, de toute façon, je ne peux pas me cacher au fait. Donc dès que je vais arriver dans un espace, ça renvoie à tout ce que la colonisation a bâti comme imaginaire sur moi. Donc dans mon travail, je ne veux pas passer mon travail à expliquer aux gens que je ne suis pas comme ça. Donc de temps en temps, je peux le faire, mais c'est pas une mission que je me donne en fait. Et c'est comme ça que je n'ai pas aussi ce côté de dire c'est vraiment triste, ça fait de la peine, on va jamais y arriver. En fait, je dis non, on va bâtir autre chose. Et là, juste pour finir, je fais le même lien avec la question de la restitution des œuvres africaines. Pourquoi des fois je suis un peu pas dans la même lignée que tous ceux qui en parlent aujourd'hui? Parce que souvent on va dire que, comme tu disais un peu Jean-Philippe en disant, on va dire pareil pour les Africains, que tout ce qui a été créé pré-colonial, c'est pas original parce que l'Africain a eu le contact avec le blanc, donc il n'est plus primitif. Et souvent, on va dire, mais il faut rendre les œuvres parce que les jeunes Africains ont perdu leur identité, ils ne vivaient pas. Mais sauf qu'on a continué à créer, à bâtir. On n'a jamais arrêté de créer, en fait. C'est juste que la façon occidentale de penser le monde, dans leur tête, ils se sont bloqués en 60. Mais nous, on a continué à bâtir, en fait. On a continué à créer, à faire des choses, à penser. En fait, ces échanges, même si ça a été douloureux, oui, ça a été douloureux les échanges. Ça ne s'est pas toujours fait en disant bonjour, viens, on va manger, on va se retrouver au restaurant, on va parler. Non, on a brûlé des villages, on a tué des gens. Ça a été douloureux, mais on a continué à exister. Et c'est comme ça que moi aussi, je me bats, au fait, quand j'utilise le mot rébellion, l'idée, c'est de dire oui, il y a eu ça, mais on a continué à exister. Je ne veux pas qu'on garde le narratif de dire que parce qu'ils sont partis et que nous, on avait tout perdu, au fait. Et ce qui est d'ailleurs même plus intéressant, je dis, moi, à l'école, j'ai appris la date de la mort de Napoléon, là où il est mort et ainsi de suite, mais je sais que beaucoup de jeunes en France n'ont pas appris la date et la mort de tous les chefs coutumiers qui existaient au Congo. Donc, quelque part, j'ai un plus. Et c'est comme ça que j'utilise le mot de rébellion, en fait, parce que moi, je peux entrer et sortir. Eux ne peuvent pas entrer et sortir. Parce qu'ils ont dans l'esprit qu'ils sont tout justement encore dans le pouvoir. Et c'est comme ça que moi, ma ligne de faille, je l'utilise de cette façon-là, en fait. En fait, tantôt tu disais, je me donne le pouvoir, je me dis, j'ai le pouvoir de faire ça. Et l'art nous permet tout justement de faire ça, en fait. Mais, je voulais juste rebondir sur la question de madame qui est intéressante. Je pense qu'une ligne de faille, on ne pourra jamais complètement la fermer. Il faut qu'on vive avec. Et on voit bien que dans le mouvement de réconciliation, justement, dont on parlait, il y a ce désir d'innocence et de rédemption où on aimerait tourner la page au plus vite et effacer les traumas du passé à tout jamais, mais ça n'arrivera pas. Et donc, il faut qu'on accepte aussi de vivre avec ces lignes de faille, même si on essaye de les atténuer, de les franchir, etc. Donc, c'est une réalité. Ouais. Ce qu'il y a de bien beau aussi parfois, c'est que, et ça peut être valable pour tout le monde, c'est que, du moins dans les cultures autochtones ici, la façon dont la pensée précoloniale fonctionnait, c'est qu'on pensait vraiment aux générations futures. On pensait toujours qu'on agissait en accord avec les ancêtres et en accord avec au moins 7 générations à venir. Et moi, quand je rencontre des Wampum Wendat qui commencent à me parler à un moment donné parce que je remarque un détail, parce qu'ils me reviennent en rêve et tout, c'est pas ésotérique, là. J'y crois vraiment que les ancêtres avaient raison parce qu'ils ont pensé à moi en le faisant et ça finit par me parler à travers le temps.
Et je ne sais pas si peut-être aussi, toi, dans ta culture, il y a cette notion-là où à un moment donné, tu dis, ah, les ancêtres ont laissé quelque chose qui m'apparaît. C'est un outil aujourd'hui, justement. Ça peut plus être comme avant, mais c'est un outil et c'est des façons d'être qui, on espère, peuvent inspirer tout le monde après soi. Je pense que dans mon dernier, le projet que je suis en train de construire au Sala, qui dit Je reviens, c'est à cause des connexions que j'ai faites intimement avec cette histoire qui me paraissait lointaine. Par exemple, des tracts que j'ai retrouvés qui dataient du jour de ma naissance aujourd'hui, ce retour d'il y a 100 ans auparavant, des allers-retours comme ça. Un de mes prénoms, Kaligna, qui a été justement le prénom d'une des personnes qui a été exhibée. Et voilà, on a des fluctuations en fait qui n'appartiennent pas à une physicalité ou à une vision occidentale qui nous parlent dans nos propres chemins. Et par rapport à votre question, ou en tout cas à vos préoccupations, je pense qu'il faut s'armer d'autres sentiments que le besoin d'encouragement en fait, parce que c'est souvent à nous qu'on nous demande d'oublier, qu'on nous demande d'effacer, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous demande à vous? Et je pense que ça ne tient qu'à vous, autant que vous êtes, mais à nous aussi, et dans un ensemble, de pouvoir arrêter ou de pouvoir changer les choses. Du coup, c'est une construction justement collective qui doit s'opérer, tantôt de façon à notre lien avec la Terre et à nos liens entre nous. Donc, à part le découragement, je pense qu'il y a beaucoup d'autres sentiments et beaucoup d'autres actes qui peuvent vraiment changer les choses. Et si je peux me permettre, je sais que je suis pas panéliste, mais pour travailler sur les questions autochtones, en ce moment il y a le forum permanent sur les questions autochtones aux Nations Unies, et le chef Abenaki Rick Obonsawin est venu la semaine dernière faire une déclaration et il avait en main un wampum. Donc seulement avec une ligne, une trace. Et il a expliqué ce que c'était, qu'il venait ici les yeux ouverts pour dire la vérité parce que c'était très important, puis jamais il allait venir pour mentir, il est venu pour dénoncer des pretendians, des faux autochtones au Vermont. Et donc c'est cette diplomatie dont tu as hérité et que tu vois encore, elle revient, ou en tout cas elle est présente, elle était au niveau international et c'est absolument normal. Quant à la réappropriation aussi de ce qu'on peut avoir perdu dans des failles, chez les Cris au Québec, en Ewichi, à Chisasibi, on a interdit aux femmes pendant 20 ans, enfin plus que ça, on a interdit aux sages-femmes Cris de pouvoir donner naissance sur le territoire. Un jour, on a décidé que c'était non, puis un jour, on a dit aux femmes, vous allez à Val-d'Or, vous allez à Montréal. Et depuis quelques années, il y a ce retour aux naissances dans les communautés Cris, dans leur maison parfois traditionnelle ou habitation traditionnelle. Et puis maintenant, dans quelques mois, il va y avoir des sages-femmes Cris. Et il y a une sage-femme de 91 ans qui n'avait pas pu faire ça depuis 40 ans et qui a recommencé, et elle savait le faire. Et parce que ça ne s'est pas oublié, ça s'est quand même transmis, même en cachette, il y a des choses qui sont toujours là, que les ancêtres, comme tu as dit Nicolas, ils ont laissé et ils ont pavé cette loi. Donc il ne faut pas croire que tout est brisé comme ça d'un seul coup. Voilà. Juste, je veux encore être seul dans mon coin. Mais, tu peux prendre la chaise finalement. Non, mais je tiens à le préciser en fait parce qu'on parle de ligne de faille et de comment est-ce que les narratifs se construisent. Et depuis tantôt, quand je vous entends parler, en fait, c'est pas juste la première fois. Souvent, quand on parle des questions de la Terre et de la planète, l'Occident fait référence aux autochtones. Et c'est très intéressant parce que, pour moi qui viens d'Afrique, c'est comme si nous, on n'a jamais parlé de la Terre et de l'importance de la Terre. Quand c'est aux Nations Unies, on va souvent aller chercher les chefs autochtones du Brésil, qui vont parler de l'importance de la Terre. Quand c'est en France et ainsi de suite. Et c'est comme, en fait, c'est aussi ça, c'est comme ça que c'est important de regarder ces choses-là parce que, encore qu'on parle de failles, de comment est-ce qu'on entre dans ces failles, comment est-ce que la narration se construit, je pense que tous les peuples du monde, même les Vikings que je regarde en séries télévisées là, pensaient à la Terre, pensaient à l'importance de la Terre, de la planète.
Et c'est aussi comment est-ce qu'on choisit les narratifs, comment elles vont s'exercer autour, au fait, de façon politique. Et ça, c'est important. Et ça, quand je le dis, c'est pas pour enlever ce qui se passe, mais c'est juste pour regarder aussi comment est-ce que le jeu peut se jouer. Mais après, quand on revient dans la culture et dans l'art, on voit que c'est toujours les mêmes jeux de rôle aussi. Tout à fait raison. J'ajouterais que même je crois que toutes les sociétés de la planète sans doute ont ce que l'historien Wanda George Siwi dirait une pensée circulaire à un moment donné. Donc même quand on dit l'Occident, c'est pas l'Occident depuis la nuit des temps, c'est le christianisme capitaliste colonialiste de la modernité. Avant ça, il y a eu d'autres façons d'être en lien avec la Terre et tout le monde, on a ces traces-là en nous quelque part, la pensée circulaire de faire partie de la Terre, d'être des enfants de la Terre, comme dans le récit de création Wendat et Haudenosaunee, là, sur le dos de la tortue, quand les animaux ont ramené un petit peu de boue du fond de la mer, la femme danse en cercle. Selon les versions de l'histoire, quand il y a plus de détails, vraiment une partie de son corps se mélange par le mouvement, en bougeant, avec la Terre. Donc, l'idée de la Terre-Mère, là, c'est déjà là au départ. C'est-à-dire que la première femme fait vraiment partie du sol sur lequel on marche. Et ça fait partie de nous tous. Et je suis sûr que toutes les cultures, sans être un historien ou anthropologue ou paléontologue, toutes les cultures humaines ont eu ce stade-là à un moment donné, ont cette base-là d'une pensée circulaire où tu n'es pas séparé. Tu n'es pas séparé de ce que tu produis, de ce que tu manges, de ce qui fait la matière de ton art, où tout est circulaire et tout a un esprit. Tout est enchanté, c'est une façon de penser différente. Donc, d'ailleurs, le christianisme a dû s'installer en effaçant puis en intégrant plein de formes de paganisme qui étaient proches de ces pensées-là. J'ai juste quelques mots aussi J'ai l'impression d'être une maîtresse d'école. en réfléchissant à vos doutes. Je pense aussi que c'est au moment où on est découragé qu'il faut prendre courage. Et c'est dans ces moments de faille en nous-mêmes qu'il faut chercher des moyens justement de continuer d'avancer. Et je pense que c'est là où des dialogues peuvent s'installer. Il y a la place pour une dernière question. Je ne sais pas comment je vais arriver à vous. Non, j'y vais. En plus, c'était... Bien le bonjour. Ma question s'en va vers vous, monsieur. Donc nous, dans le fond, au Québec, on est dans une réalité dichotomique, où on est des colons colonisés. Et, bon, bref, on ne se le cachera pas, les Britanniques nous ont conquéris en même temps que nous, on conquérissait la terre des Amérindiens. Donc, moi, dans le fond, cette dichotomie est un peu inconfortable de nos jours, par moment, quand on y réfléchit profondément sur la réalité. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une réalité que je décrirais trichotomique, dans le fond, où est-ce que vous êtes, dans le fond, un peu plus caucasien que que des Amérindiens qu'on peut s'imaginer. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette réflexion et comment est-ce que vous en avez parlé un peu plus, mais je serais curieux d'en savoir un peu plus votre réflexion par rapport à votre monde artistique, comment est-ce que vous le vivez un peu plus, si vous pouviez en parler un peu plus, dans le fond. Parce que cette ligne de faille, dans le fond, que nous, on vit entre anglais et le monde anglophone et le monde autochtone, ici, en tant que francophone, vous, comment vous le vivez, vous, dans le fond, est-ce que vous avez comme 3 failles autour de vous, dans le fond, ce que je peux voir? Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux répondre de façon concise. C'est des questions très complexes. Je dirais que je pense que comme beaucoup d'autres personnes, qui est juste pas pure laine, je comprends tous les côtés de la question. Donc, je comprends bien le sentiment québécois d'humiliation. Il y a une blessure narcissique qui n'est pas fermée et qui rend difficile les rapports avec les autres, avec les immigrants, avec les Autochtones. Moi, je rejette le terme de coloniser pour les Québécois.
C'est un colonisateur qui est perdu aux mains d'un autre colonisateur, comme les Hollandais ont perdu aux mains des Britanniques en Afrique du Sud, mais c'est pas plus leur terre. Ça n'empêche pas qu'on peut prendre racine ici. Les Autochtones ont été ouverts au début, mais le rapport ensuite, c'est un rapport de force, c'est un rapport de pouvoir, c'est un rapport raciste aussi. Donc, la domination économique et institutionnelle sous laquelle les Canadiens français ont souffert aux mains du pouvoir capitaliste et politique anglais, pour moi, ça s'appelle pas colonialisme, c'est une marginalisation économique surtout, puis un écrasement culturel par l'Église catholique, donc un écrasement interne. Donc déjà, le terme colonisé, il aide pas, parce que c'est un peu une création des nationalistes de droite des années 60, le terme colonisé au Québec. Déjà, il contribue à créer cette dichotomie qui crée une sorte de névrose identitaire au Québec où justement on ne sait pas quoi faire avec les Autochtones, dont on s'auto-autochtonise pour se rendre innocent d'une possible histoire coloniale. Donc ça complique les choses. Mais je comprends très bien, en même temps comme Québécois, justement, ce sentiment-là qu'on peut pas être juste les bad guys là, dans l'histoire. On a été dominé par un pouvoir britannique qui a tout contrôlé. Donc ça, c'est un récit à refaire, mais qui ne doit pas être écrit comme il s'écrit en ce moment, comme il s'écrit en ce moment dans le discours politique, comme il s'écrit dans la culture, comme il s'écrit dans la nouvelle mouvance du nationalisme québécois, qui est un nationalisme identitaire de droite, qui ne doit pas s'écrire comme le chef du PQ qui dit je ne prête pas serment au roi parce que, comme les Autochtones, les Québécois ont été colonisés par les Anglais. Il y a deux mensonges là-dedans. Donc, ça peut pas s'écrire comme ça. En même temps, les Québécois sont orphelins de leur métropole coloniale, la France. Ça aussi, ça participe à la blessure narcissique que ça a créée. Donc, les racines doivent être dans la terre ici, comme les Autochtones. Alors, il y a une relation à tisser. Moi, je dirais que j'ai souffert plus du côté québécois quand j'étais jeune que du côté autochtone. Le côté autochtone, c'était le fun d'aller dans le bois avec les oncles, puis les tantes, puis la grand-mère, tu sais. Puis plus tard aussi, parce que ça m'a donné des outils intellectuels en découvrant la pensée politique et sociale des ancêtres Wendat, ça m'a donné des outils intellectuels pour analyser et critiquer le capitalisme et le colonialisme. Pas besoin d'être un... j'aurais pu le trouver ailleurs en Occident, chez des anarchistes, chez Marx, ou je sais pas quoi, que j'ai pas lu, mais je l'ai trouvé dans l'héritage Wendat. Alors, moi, j'ai trouvé un certain équilibre, mais je dirais que je comprends très bien la difficulté québécoise dans ce sens-là. Donc, je sais pas si j'ai juste embrouillé plus. Votre question aussi, ça l'ouvre des horizons de discussion. C'est ma perspective là-dessus. Merci. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Donc, on aurait pu y passer la nuit, hein, je vous l'avais dit, mais on peut retenir en tout cas qu'il y a un besoin de souveraineté narrative, que ce soit dans l'art ou dans l'écriture politique, et qu'on peut continuer de tisser des liens pour justement peut-être marcher au-dessus de cette ligne de faille ensemble, mais sans laisser personne derrière, puis sans décider dans quelle direction on va. C'est tout. Je pense qu'il y a un mot de la fin de votre part, il me semble. C'est ce que je vois, mais... Non, moi je voulais juste dire que merci à tous, je vais être très bref parce que nous attendent ensuite plusieurs réjouissances. Donc, si je comprends bien, la possibilité de visiter l'exposition permanente qui est absolument formidable, et puis bien sûr des choses à boire et à manger. Non, je voulais juste dire, Marie-Laure, vous reparliez à l'instant de tisser des choses, et je pense que vraiment le wampum est vraiment décidément l'objet qui peut
le mieux résumer notre discussion. Si vous avez l'occasion de revoir, on parlait de l'exposition que le consulat aussi a soutenue ici, qui présentait ces wampums magnifiques, et on parlait d'autochtonisation. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'exposition, c'est le fait que au 19e siècle, je crois, en France, donc les wampums, ça coûte très cher à fabriquer parce que c'est des coquillages très précieux. Et puis à un moment, ça a commencé à s'échanger chez les collectionneurs occidentaux riches. Voilà, on mettait ça dans les cabinets de curiosité, sauf que ça coûtait très cher. Et donc en France, des industriels, des hommes d'affaires ont décidé de créer une manufacture de wampum pour faire du wampum cheap, pour faire du wampum pas cher. Et ça a été un flop monumental. Personne ne s'est laissé prendre au fait que ces objets étaient des artefacts et des faux artefacts qui ne représentaient pas la beauté, le travail et la qualité de ce wampum. Donc vraiment cet objet qui tisse, et puis aussi cette histoire de tant d'alliances brisées et de tant de coquillages piétinés, je pense vraiment résume nos échanges de ce soir. Merci à vous. Je disais qu'on était là pour apprendre de vous et pour que vous nous aidiez à éclairer, à y voir un peu plus clair sur ces sujets extrêmement complexes. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris. C'était très riche. Vraiment, merci. Merci à vous.